Roselyne Bachelot, bonjour. Bonjour. La semaine qui vient va être dominée par la rencontre ce lundi entre Nicolas Sarkozy et Angela Merkel, et puis par un nouveau sommet crucial jeudi et vendredi à Bruxelles sur la crise de la dette dans la zone euro. Tout le monde est inquiet sur l'euro, tout le monde ne parle que de cela dans les bureaux, dans les cafés, dans les familles. Est-ce que cette inquiétude est légitime ? Cette inquiétude est légitime. Le président de la République l'a rappelé dans son discours de Toulon. La situation est grave. La crise de la dette a d'abord menacé les particuliers avec la crise dans les banques, et maintenant elle menace les États avec la crise de la dette publique. La France a commencé d'ailleurs à réagir depuis plusieurs années. Nous avons fixé un plan de retour à l'équilibre extrêmement ambitieux. Nous sommes fixés des objectifs clairs avec la réduction du déficit. Nous tenons d'ailleurs notre cadencier de marche dans cette réduction du déficit. Je rappelle 5,7% en 2011, 4,5% en 2012, 3% en 2013 pour ne plus avoir de déficit en 2016. Et l'effort va être considérable puisque d'ici 2016, nous aurons réalisé 115 milliards de réduction de ce déficit, dont les deux tiers sur les dépenses et seulement un tiers sur des recettes nouvelles. Donc effectivement, la situation est inquiétante. Le président de la République a d'ailleurs beaucoup insisté, et je crois que c'est ça qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y aura pas de solution baguette magique. Moi, j'ai entendu dire de la part des adversaires de droite, de gauche, d'extrême droite, j'entends dire un certain nombre d'absurdités, comme si on était le Merlin l'Enchanteur ou la Fée Mélusine, et que tout d'un coup on allait faire des eurobonds, ou on allait sortir de l'euro, ou on allait sortir de l'Europe, on allait faire marcher la planche à billets, on allait créer une 6e république, on allait mettre des barbelés aux frontières, on accuse l'Allemagne. Madame la ministre, bien voilà, sûr, mais le président lui-même a employé le mot de peur, c'est très fort. C'est très fort, mais effectivement, nous avons des choses qui peuvent être menacées, y compris dans notre pacte social, dont je suis une défenseur. Si nous ne réagissons pas, il a bien fixé les responsabilités et il a donné un certain nombre de pistes, et deux principales. D'abord, l'absolue nécessité de la réforme de notre protection sociale, parce que on voit bien que une grande partie de la crise de l'endettement est liée au non-financement de la protection sociale. Vous pensez à la TVA sociale ? Alors, je vais y revenir d'un instant. Pour vous dire que la deuxième piste, il l'a fixée, c'est de restaurer la compétitivité de notre pays et la lutte contre le chômage. Il a dit le contraire de ce qu'avait dit Lionel Jospin. Il a dit nous n'avons pas tout essayé contre le chômage, et c'est le sens du sommet social qui va se dérouler. L'opposition lui dit aussi que ça fait 3 ans qu'il essaie et qu'on est on en est là où on en est. Je vais y venir, mais il faut bien comprendre que nous avons déjà lancé un certain nombre de pistes dans ce domaine, avec la réforme des universités, le crédit d'impôt recherche, les dépenses d'avenir, et que tout ceci, dans un contexte extrêmement tendu, nous a permis néanmoins de garder notre modèle social. Je veux rappeler ce qu'est la réalité des choses dans le reste de l'Europe. Quand on voit par exemple qu'en Angleterre, au Royaume-Uni, qui par ailleurs n'est pas dans la zone euro, on a supprimé 500 000 postes de fonctionnaires, on a réduit de 12 milliards d'euros les dépenses sociales, que la baisse des salaires des fonctionnaires est de 5% en Espagne, au Danemark, de 5 à 15% en Irlande, de 10% en République tchèque, de 25% en Roumanie. Enfin, c'est ça la réalité de la crise. Madame la ministre, on a la bien France compris, a pris un certain nombre de décisions qui lui ont permis de mieux résister que d'autres. Très bien, on a compris, Madame la ministre, mais n'empêche, entre Européens, on n'arrive quand même pas à se mettre d'accord, surtout entre Français et Allemands. Ça va peut-être se débloquer lundi et lors de la rencontre entre le président et la chancelière, et puis ensuite on a le sommet européen. Mais enfin, si c'est pas le cas, parce que ça peut ne pas être le cas, on peut ne pas trouver une solution. Mais qu'est-ce qui se passe concrètement ? Alors, moi, alors là-dessus, j'ai confiance, parce que l'Europe n'est pas une option.
L'Europe, c'est une nécessité. Donc vous avez confiance qu'on va trouver Bien un sûr, arrangement avec bien les Allemands? sûr. Moi, j'en suis persuadé, parce que nos positions, certes, sont différentes, parce que nos pays ne sont pas absolument dans la même situation, mais l'Allemagne traverse aussi des difficultés. L'Allemagne a aussi besoin de l'Europe. La solidarité est une nécessité. La solidarité et la discipline. Nous avons la même vision sur le fait que nous avons besoin d'un nouveau pacte en Europe. Ça, c'est tout à fait important, que les décisions doivent être prises non pas dans le cadre d'une Europe fédérale qui est rejetée par les peuples, mais bien d'un pacte intergouvernemental, et qu'on est dans une intégration intergouvernementale. Il y a des points avec lesquels nous avons des nuances. La France plaide pour une solidarité qui s'exprimerait par la création d'un fonds monétaire européen, mais nous sommes d'accord sur le fait que la Banque centrale européenne doit rester indépendante et qu'elle joue son rôle. Nous sommes d'accord sur le fait qu'avant 2012... Enfin, on n'est pas tout à fait d'accord sur la BCE, non, elle doit rester indépendante. C'est vrai, mais enfin, on aimerait bien quand même qu'elle nous rachète de la dette pour un peu soulager les taux d'intérêt, enfin, les pays les plus fragiles. Permettez-moi de vous dire qu'elle le fait. Elle le fait déjà largement, parce que la Banque centrale européenne a racheté plusieurs centaines de milliards de dettes toxiques, et elle a fait son boulot. Mais enfin, on voudrait qu'elle fasse plus. Elle a fait son boulot. Oui, mais enfin, elle prendra les décisions qui conviennent au moment qui convient. Moi, je dois dire que dans cette affaire, la Banque centrale européenne a rempli sa tâche, et elle l'a fait avec beaucoup de souplesse. Mais néanmoins, le président de la République l'a dit d'ailleurs dans son discours de Toulon, l'Europe a déçu. Et l'Europe a déçu parce qu'elle a, dans la lourdeur de ses mécanismes, elle a parfois manqué de réactivité. Et c'est vrai que c'est ce manque de réactivité qu'il faut corriger, et c'est pour cela que on invite à de nouveaux traités. Alors, Roselyne Bachelot, vous dites à l'instant l'Europe fédérale est rejetée par les peuples. Dans le discours, néanmoins, de Nicolas Sarkozy à Toulon, et aussi dans celui d'Angela Merkel devant le Bundestag, il y a quand même un appel à l'union budgétaire, il y a une aggravation des sanctions contre les mauvais élèves de l'Europe. Est-ce qu'on ne va pas quand même faire un pas de plus vers le fédéralisme? Je crois que vous faites une confusion. Qu'il y ait de la discipline budgétaire, que les pays réalisent qu'ils interagissent les uns sur les autres et qu'ils discutent de leur politique. Ce n'est pas du tout une Europe fédérale. L'Europe fédérale voudrait dire que l'on perdrait notre autonomie pour décider, par exemple, de choisir plutôt telle ou telle politique, que, par exemple, une décision très importante de Nicolas Sarkozy dans son quinquennat, d'augmenter de 25% certains minima sociaux, l'allocation d'adultes handicapés ou le minimum vieillesse. Et ça, on le déciderait non plus au niveau de l'État national, mais on le déciderait au niveau européen. Bien entendu, nous ne sommes pas pour cela. Il y a de la discipline, bien sûr, mais ensuite, chaque pays, dans le cadre de cette discipline librement consentie, décide de son budget, décide de ses priorités, ce que ne permettrait pas l'Europe fédérale. Il ne faut donc pas confondre coopération intergouvernementale, telle qu'elle est prônée par Nicolas Sarkozy et par Angela Merkel d'ailleurs, et Europe fédérale. D'accord. Alors, à Toulon, le président il a également dit qu'il ne voulait pas faire le choix exclusif de l'austérité, mais au contraire, il voulait faire le choix qui préserve notre niveau de vie. Mais vu la situation, ça semble un petit peu optimiste, non ? On n'est pas quand même un petit peu obligé de faire de l'austérité ? Ce qui menacerait notre niveau de vie, ce serait évidemment de ne pas prendre la décision du désendettement. Mais je vous rends attentif au fait au fait que nous avons réussi dans une période extrêmement difficile, et en changeant vraiment, en infléchissant notre volonté de réduire les déficits, nous avons strictement protégé notre modèle social. Et c'est ça qui montre que la France est sur une ligne originale entre les pays qui ont laisser aller leurs déficits, et de l'autre les pays qui ont gravement entaillé les budgets sociaux. Nous avons réussi à, par exemple, protéger notre politique familiale. Début du quinquennat de Nicolas Sarkozy, 4,7% du produit intérieur brut consacré à la politique familiale, 5,1%
alors que nous sommes à la fin du premier quinquennat de Nicolas Sarkozy. J'ai parlé des minima sociaux qui ont augmenté. Dans ce plan de retour à l'équilibre, nous avons strictement protégé notre politique sociale. Il y a eu, Madame Bachelot, toutes ces déclarations sur le couple franco-allemand, sur l'Allemagne. Vous pensez, vous aussi, comme Monsieur Juppé, que certains à gauche sont en train de verser dans la germanophobie ? C'est une constatation que chacun a fait. Je dois dire, même certains socialistes plus raisonnables l'ont fait aussi. Il faut garder son sang-froid dans ces périodes difficiles, dans ces périodes anxiogènes même parfois. Et la tentation de trouver le bouc émissaire à l'étranger est une grande constante de ces périodes et peuvent amener toutes les dérives. Donc, véritablement, nous devons d'abord nous poser des questions sur nous-mêmes et trouver dans notre peuple les ressources pour surmonter cette crise. Et notre peuple, la France, a des ressources, une démographie en expansion en Europe, grâce à cette politique familiale dont je parlais, pratiquement 2,1 enfants par femme, un système éducatif qui, contrairement à ce qu'on dit, est un système éducatif démocratique, des capacités d'innovation extraordinaires, enfin, tout ça, ça 40% de notre industrie qui est consacrée à l'exportation. Bien sûr, ça n'a pas empêché la crise. Bien sûr, non, mais ça n'a pas empêché la crise. Et puis, ni les sentiments de germanophobie qui ont été très bien, il faut les combattre. On a l'impression que c'est à fleur de peau que ça pourrait ressurgir très vite. C'est ça qui était inquiétant. Eh bien, je condamne toutes les dérives xénophobes. Elles sont dangereuses. Ce sont les dérives xénophobes qui menacent notre modèle social et qui menacent notre démocratie. Madame Bachelot, le discours de Toulon du président de la République, c'est un discours de crise ou c'est le premier discours de lancement de la campagne à 5 mois maintenant des présidentielles? Vraiment, cette attaque me fait c'est sourire. Pas une attaque que je vous pose la question. Excusez-moi, c'est pas vous qui avez fait l'attaque, mais je dois dire qu'il y a une espèce de ligne mélodique qui a parcouru l'ensemble des commentaires après le discours du président de la République. D'abord, le président de la République serait en campagne. Je note que, de toute façon, depuis 5 ans, le président de la République va à la rencontre des Français. Il fait plusieurs déplacements par semaine. Il est dans les usines, il est dans les hôpitaux, il est dans les maisons de retraite. Il veut voir sur place comment ça se passe. Il n'a ni accéléré ni ralenti ses déplacements. Donc, on va pas quand même le condamner au motif qu'on est à 5 mois de l'élection présidentielle à rester dans son bureau à l'Élysée enfermé à clé. Ça, je trouve que ce procès est absolument ridicule. Quant au discours qu'il a prononcé à Toulon, mais le président de la République est dans son rôle. On traverse une période qui est extrêmement difficile. Les Français ont besoin de savoir ce qu'on va faire. On voit les Allemands, on rencontre Angela Merkel, le président de la République rencontre Angela Merkel lundi. Il y a un sommet très important. Il a rencontré David Cameron il y a quelques jours pour également discuter de tout cela. Et le président de la République, officiellement, dans son rôle, ne dirait pas aux Français ce qu'il convient, son analyse, ce qu'il convient de faire, ce qu'il va faire. Madame Bachelot, vous savez bien que le président, c'est vrai, ne fait pas que dire ce qu'il convient de faire. Comme vous l'avez dit, il fait de nombreux déplacements en province, il en fait 2 par semaine. Hein. À chaque déplacement, et c'est vrai, il critique la gauche, même s'il ne cite personne, c'est vrai, mais enfin, il critique. Alors l'opposition, du coup, l'accuse de faire campagne sur le dos du contribuable. Compte tenu de la situation et pour couper court à ces accusations, est-ce qu'il n'aurait pas intérêt à accélérer son calendrier et peut-être à se déclarer plus tôt? Je ne vois pas l'avantage pour les Français de cette déclaration. Le président de la République fera ce qu'il voudra, quand il le voudra, quand il le jugera bon. Au contraire, il doit rester dans son strict rôle de président de la République le plus longtemps possible. Mais bien sûr qu'il attaque éventuellement l'opposition quand c'est utile. Écoutez ce débat sur l'énergie nucléaire. Le président de la République ne dirait pas
aux Français à quel point c'est dangereux les propositions qui ont été faites par les Verts et l'agenouillement devant les Verts de Monsieur Hollande. Il ne tirerait pas la sonnette d'alarme devant ce risque couru par notre indépendance énergétique. Il ne dirait pas ce qu'il convient de dire sur un éventuel abandon de notre siège au Conseil permanent des Nations Unies. Mais évidemment qu'il est dans son rôle de président de la République en attaquant l'opposition et en disant ce qu'il convient de dire sur des sujets aussi fondamentaux que ceux-là. Vous remarquerez qu'il n'y a aucune attaque personnelle, que ces propos sont tenus strictement sur des dossiers fondamentaux pour notre économie, pour notre pacte social et pour l'indépendance de la France. Madame Bachelot, est-ce que vous allez, parce que vous avez fait partie des campagnes précédentes, est-ce que vous allez faire partie à nouveau de l'équipe de campagne de Nicolas Sarkozy ? Ah, si vous me demandez si je vais faire campagne pour Nicolas Sarkozy, s'il est candidat. S'il est candidat, je réponds Clause oui. De style. Je réponds oui de toutes mes forces. D'ailleurs, j'ai commencé puisque autour de Bruno Le Maire, nous sommes une petite équipe qui réfléchissons sur ce qui pourrait être des thèmes de campagne, en particulier sur la protection sociale, mais pas uniquement. Et je travaille beaucoup dans ce cadre pour fournir des éléments intellectuels de campagne au président dont il fera s'il est candidat. Enfin, comme dirait Monsieur Juppé, c'est un secret de polichinelle. Voilà. Non, je ne sais pas. Monsieur Juppé parle toujours très bien. Alors, Nicolas Sarkozy, on a vu qu'il remontait dans les sondages ces derniers jours, mais quand même, sa cote de popularité reste basse malgré tout. Et à votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait qu'il fasse pour retrouver cette cote d'amour qu'il avait au début du quinquennat ? Vous savez, la situation des chefs d'État et de gouvernement actuellement en crise n'est pas une situation facile. Regardez Angela Merkel qui perd toutes ses élections locales cruellement et sévèrement. Alors que la situation économique de son pays est bonne. Et qui perd même des fiefs qui étaient des fiefs reconnus imperdables pour la CDU-CSU. Mais je dois dire que Nicolas Sarkozy a choisi de dire la vérité aux Français, de ne céder à aucune démagogie. Et je crois que c'est la meilleure façon. Les Français sont intelligents, ils savent bien un certain nombre de choses, ils n'ont pas envie de se laisser tromper par des discours démagogiques. Et je crois que cela sera porté au crédit de Nicolas Sarkozy s'il rentre en campagne et quand il rentrera en campagne. Mais on a entendu quand même décliner un certain nombre de thèmes à Toulon, le travail, l'effort, le système social français. Est-ce que c'est là, ce sera là les thèmes de sa future campagne? Ah, je n'en sais rien, il se prononcera dessus, mais s'il les choisit, je serai à fond derrière lui. Effectivement, on ne sortira pas de la dette, de cette crise de la dette, par un coup de baguette magique. Ce sera pas facile. Et d'ailleurs, je rappelle ce mot du président de la République. Nous sommes rentrés dans le cycle du désendettement. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là ? Il a voulu dire par là que ce ne serait pas facile. Moi, je pense qu'on est parti dans un cycle qui durera peut-être une décennie. Nous ne réglerons pas cette question dans le budget, dans la préparation du budget de 2012, il est préparé 2013. Il n'y aura pas de choses faciles. Il faudra avoir un effort continu et persister. Alors, Madame Bachelot, vous êtes ministre des Solidarités et l'UMP a proposé dernièrement que les bénéficiaires du RSA soient astreints à quelques heures de travail par semaine. Est-ce que vous êtes favorable à cela ? Qu'est-ce qu'il faudrait aussi les payer pour ces heures de travail ou bien, comme ça se fait dans certains pays, ou alors ça serait un travail qui compenserait un petit peu le fait qu'ils touchent le RSA ? Comment vous voyez ça ? Non, ce n'est pas ma vision. Ma vision, c'est qu'il faut proposer aux bénéficiaires du RSA, à chaque bénéficiaire du RSA, un parcours d'insertion personnalisé et fait sur mesure. Parce qu'il y a des publics très différents dans le RSA. Mais ça implique des heures de travail dans la semaine ? Alors, permettez-moi de donner un tout petit peu d'explication. Entre
celui qui est simplement arrivé en fin de droit de son chômage, mais qui est employable immédiatement, une mère de famille monoparentale qui élève seule ses enfants, et quelqu'un qui a été très abîmé, qui ne travaille pas depuis peut-être une vingtaine d'années avec des problèmes de santé, des graves problèmes d'exclusion, on ne peut pas avoir la même réponse. C'est la raison pour laquelle j'ai proposé un nouveau type de contrat d'une journée de travail dans la semaine, pour des publics très très durablement éloignés de l'emploi, mais ce n'est pas une contrepartie du revenu de solidarité active. C'est un supplément, c'est un parcours d'insertion qu'on lui propose. Il signe un contrat dans ce cadre, et bien entendu, il est payé en plus de son RSA à un tarif qui est celui du SMIC. Donc, moi, je suis pour aucune stigmatisation, aucune culpabilisation. On n'est pas au RSA de sa faute. Surtout pas de dire cela. Donc, la pauvreté de certains de nos concitoyens nous oblige. Elle oblige la puissance publique. Elle oblige chacun de nos concitoyens mieux dotés. Il y a eu Madame Bachelot ce week-end le Téléthon qui a fait un bon score, mieux même que l'an dernier. Sur notre antenne, on a eu aussi un radioton pour la Tzedaka. Vous voyez des affiches là devant vous, l'appel national pour la Tzedaka. On n'a pas fait aussi bien que le Téléthon, hein, mais on a fait aussi mieux que l'année dernière. Et du reste, Gad Elmaleh a été un des premiers parrains de la campagne nationale pour la Tzedaka. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui qu'il y a une mobilisation plus forte de l'associatif sur ces thèmes-là, en dépit de la crise? Alors, d'abord, moi, ce que je veux dire à vos auditeurs, c'est que la collecte continue et qu'on peut toujours téléphoner au 3637, on peut téléphoner aussi, on peut contacter, le site du Téléthon, ça s'écrit afm.téléthon.fr, pour des promesses de dons. Effectivement, les dons ont augmenté. Moi, je remercie les Français, ils sont formidables. Quand on fait appel à leur générosité, on n'est pas déçu. Mais je relie ça au succès formidable du film Intouchable. Absolument. C'est-à-dire que la crise nous a sans doute fait prendre conscience de nos propres fragilités. Même chez ceux qui ne sont peu ou pas touchés par la crise. On se dit, oui, je suis un privilégié, la crise ne me touche pas maintenant, mais est-ce qu'elle ne me touchera pas demain, moi, mes enfants ou mes proches? Et cette prise de conscience de la fragilité, elle est sans doute un appel à la générosité, ce qui explique le succès de ce film, qui est un succès merveilleux, avec un autre regard sur le handicap, ou la collecte du Téléthon. En tout cas, bravo à celles et ceux qui ont donné. Merci. Alors, je reviens à l'actualité politique. Vous participez cette semaine à un colloque sur la place des femmes dans les médias dans quelques jours. Est-ce que pour vous c'est un problème? Je m'excuse parce que le problème est soulevé. Il y a eu des dossiers aussi, y compris chez nos confrères du Monde. Est-ce que c'est un problème quand une journaliste politique s'affiche avec un homme politique? Des liens entre des femmes journalistes et des hommes politiques ont toujours existé. J'espère qu'il y aura aussi des hommes journalistes avec des femmes politiques. Ça va dans les deux sens. J'espère aussi. Moi, je trouve plutôt, finalement, assez clair et assez bien que ces choses-là soient maintenant vues et visibles. Parce qu'au moins, s'il y a une influence, ce qui reste à prouver, elle est visible. Vous savez, il y a toujours eu des liens, des liaisons entre certaines femmes et certains hommes politiques, et les influences se faisaient peut-être en cachette. Voilà, maintenant, c'est fait au vu et au su de tout le monde. Alors, un problème tout à fait différent. L'autre jour, place Tahrir-Rocker, il y a une journaliste de France 3 qui s'est fait violer, qui a porté plainte. C'est vraiment courageux de sa part d'avoir osé porter plainte. Bon, vraiment, j'ai vis-à-vis de cette femme journaliste, Caroline Sins, un énorme sentiment de solidarité. Et vraiment, d'abord, je salue toutes les femmes journalistes qui sont sur des théâtres extérieurs. Il y a encore 20 ans,
cette profession était entièrement colonisée, si je puis dire, par les hommes. Les grands reporters étaient tous des hommes. Maintenant, il y a des femmes journalistes formidables sur des théâtres extrêmement dangereux. On pense à l'Afghanistan et là, sur cette place Tahrir. Et merci à cette journaliste parce qu'elle l'a dit. Elle a surmonté ce qui pourrait être une honte, parce que ce qui est quand même formidable, c'est quand une femme se fait violer, elle a honte. C'est quand même incroyable. C'est la victime qui se sent coupable. Et finalement, j'ai lancé il y a quelques jours, dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux femmes, une campagne dont le thème est « Oser en parler ». Parce qu'on ne combat que ce dont on a parlé. Eh bien, Caroline Sins, c'est un exemple pour l'ensemble des femmes. Oui, osez en parler quand vous êtes victime d'une violence, y compris à l'intérieur de votre propre famille. Madame Bachelot, on parlait de la place Tahrir et partout où il y a eu les débuts d'un printemps arabe, on a maintenant des menaces de montée de l'islamisme, y compris sous une forme dite modérée. Est-ce qu'il y a lieu de s'alarmer devant ce printemps arabe qui commence à tourner un peu partout à l'automne pour le moins? Je reprendrai les mots d'Alain Juppé sur ce sujet et je dirais confiance et vigilance. Confiance parce que ces peuples prennent leur destin en main. C'est vrai qu'un certain nombre de partis islamistes ont une avance parce qu'ils s'étaient structurés depuis longtemps. On pense aux frères musulmans, par exemple, en Égypte. Et que les partis de type néolibéral, ou démocrates classiques, eux ne s'étaient pas structurés. Donc il y a un effort à faire. Il y a peut-être des partenariats aussi à développer entre nos partis, nos grands partis démocrates européens et ces partis-là pour les aider à se structurer, comme nous l'avions fait au moment du printemps polonais. J'avais moi-même accueilli des stagiaires du parti de Lech Wałęsa dans mon équipe pour les aider à se structurer. On peut imaginer des démarches de ce type. Donc il faut faire confiance. Ça ressort vraiment d'un printemps démocratique, et puis vigilance pour qu'il n'y ait pas de dérive. Confiance et vigilance. Est-ce que vous êtes d'accord avec votre collègue du gouvernement, Jeannette Bougrab, qui elle a dit que l'islamisme modéré n'existait pas? Je constate que l'islam modéré existe et qu'un certain nombre de musulmans de notre pays, je dirais même la grande majorité des musulmans de notre pays, portent cette éthique d'un islam modéré. Dernière question, Nadège Puget. Alors, en Syrie, depuis mars, les violences ont fait, selon l'ONU, plus de 4000 morts, dont plus de 300 enfants qui auraient été même torturés. On a intervenu en Côte d'Ivoire, on a intervenu en Libye. Alors, est-ce que vous croyez, Madame la Ministre, que nous devrions intervenir en Syrie? Alors, d'abord, permettez-moi de dire que le régime syrien a perpétré des crimes contre l'humanité. Il faut employer les termes qui conviennent. La France soutient d'ailleurs la commission internationale d'enquête, d'autant qu'il y a des éléments extrêmement inquiétants qui nous parviennent, en particulier de la région de Homs. Et vraiment, nous avons salué les sanctions qui ont été édictées par la Ligue arabe, regretté le silence scandaleux du Conseil de sécurité des Nations unies, et par contre, salué également la résolution qui avait été adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies. Mais pour en revenir précisément à votre question, il faut rappeler que, et en Libye, et en Côte d'Ivoire, la France est intervenue après une décision des Nations unies. Nous n'avons jamais agi que dans un cadre onusien. Et pour l'instant, nous ne pouvons que regretter que ce silence que les autorités françaises ont à juste titre qualifié de scandaleux, que ce silence du Conseil de sécurité nous empêche éventuellement d'intervenir. Ce silence, c'est surtout le veto russe et chinois d'ailleurs. Voilà. Alors donc, oui, mais voilà, nous en sommes là, mais l'Union européenne, il faut le saluer, a pris un train de sanctions et nous ne pouvons que nous réjouir de ces sanctions. Roselyne Bachelot, ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale, merci d'avoir été l'invitée du grand entretien.